La virilité en 2025, est-ce que ça a encore du sens? Cette vidéo a un format un peu particulier, déjà parce que je suis assis. D'habitude je suis debout, mais aujourd'hui j'avais envie d'avoir une vidéo un petit peu plus chill, un peu plus posée. J'entame une nouvelle série de vidéos dans laquelle j'ai envie de vous parler de sujets qui me touchent, qui vous touchent aussi, de manière peut-être un peu plus personnelle et intime. Vous raconter mon avis, mon rapport à des thèmes de société importants. Et quoi de mieux que de commencer par un thème qui est finalement très ancré dans nos corps, dans notre rapport à notre corps et à comment on agit en société, la virilité. Est-ce qu'aujourd'hui encore en 2025, la virilité ça a vraiment un sens? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Ou est-ce que c'est pas juste des normes sociales dans lesquelles on essaye de nous plonger? Et que finalement, personne n'a vraiment réussi à adopter. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de parler du rapport au corps, de rapport à mon propre corps aussi, partager mon expérience là-dessus, mon rapport à la virilité, comment j'ai grandi et je me suis construit par rapport à ça, et toutes les dérives au final de la virilité et de la déconstruction de la virilité. C'est un gros morceau qu'on va entamer dans cette vidéo, alors posez-vous, prenez quelque chose à grignoter, peut-être faites la vaisselle pendant que vous m'écoutez. Cette vidéo c'est un peu une sorte de podcast, donc vous pouvez la mettre un petit peu quand vous voulez et faire quelque chose à côté. Mon rapport à la virilité en tant que jeune homme blanc de 24 ans, on en parle aujourd'hui, bienvenue sur Théo Yapping. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Sur cette chaîne, j'aborde des sujets de société et des sujets d'actualité. J'essaye d'avoir un regard social sur les choses et de comprendre comment les systèmes fonctionnent. J'ai fait une vidéo qui parlait des marques, des créateurs de contenu et des problèmes éthiques par rapport à ça. La marque de Lena Situation comme la marque Ciao Kombucha de Squeezie. J'ai sorti une vidéo sur la série Bref 2 et notre rapport finalement au personnage masculin et l'image masculine avec laquelle on a pu grandir avec la série Bref et avec les vidéos internet de l'époque. Et une vidéo plus récemment sur l'école et le système scolaire et finalement est-ce qu'il faudrait pas l'interdire ou le changer complètement. Donc si ce genre de sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, je sors une vidéo tous les dimanches. Pour parler de mon rapport à la virilité, il faut que je vous raconte un petit peu ma vie. Alors moi j'adore raconter ma vie, j'espère que ça sera intéressant pour vous aussi. Tout petit, j'étais un gamin qui était très chétif. J'étais un skinny boy, absolument aucun muscle ne constituait mon corps et rien de très viril. Bon après quand on a 6 ans ou 7 ans, on n'est absolument pas viril. Mais j'ai grandi en étant le petit qui mangeait pas beaucoup, qui faisait pas de sport. Bon, le sport, j'en ai pas beaucoup fait après, voilà, j'ose le dire, j'ose l'avouer, mais j'étais pas du tout un gamin athlétique, survolté. J'étais très calme, un peu timide, plutôt réservé, et j'étais très peureux de plein de choses. J'avais peur de l'eau, je voulais pas apprendre à nager, j'avais peur des insectes, des bactéries, d'absolument tout. Donc j'étais pas du tout ce qu'on imagine de la virilité aujourd'hui, parce que dans l'imaginaire collectif, quelqu'un de viril, c'est quelqu'un qui est musclé, qui est fort, qui est athlétique, c'est quelqu'un qui est courageux, qui est aventurier, cette idée de n'avoir peur de rien. Toutes ces choses-là, je les avais pas quand j'étais enfant. Mais il y a quelque chose qui est arrivé, qui a fait changer mon rapport au corps, c'est la découverte de livres pour enfants, la saga Geronimo Stilton. Peut-être que vous avez connu ça quand vous étiez enfant aussi. Geronimo Stilton, c'est l'histoire d'une souris qui est rédacteur en chef d'un journal, qui est un type intello, peureux, qui n'a rien finalement d'héroïque, mais toute sa vie est faite à vivre des aventures extraordinaires. Il va sauver des baleines, combattre des vampires, sauver le monde finalement, d'une manière ou d'une autre. Et moi, ça m'a vraiment changé parce que je me suis dit, attends, c'est possible de rien avoir d'héroïque, d'être un gamin chétif, peureux, intello, binoclard, et finalement de faire des grandes choses. Et ça m'a mis cette petite image dans la tête, cette petite idée de me dire, ok, j'ai le droit aussi d'aller chercher ces choses-là. Même si j'étais absolument pas un gamin qui prenait de la place, qui était imposant, qui avait du charisme, je n'avais rien de ça, eh bien je me suis dit, les choses sont possibles, moi aussi j'y ai droit. Et c'est notamment grâce à Geronimo Stilton. Bon après la vie m'a mis des coups dans la tête, l'optimisme est un petit peu parti, mais j'ai toujours ce truc en tête de me dire j'ai le droit d'atteindre ces choses-là. Moi aussi j'y ai droit. Et ça c'est finalement quelque chose qui a joué aussi sur mon rapport à la virilité, mon rapport à moi-même, c'est que même si le corps n'y est pas, même si l'image que tu as de toi-même n'est pas la plus parfaite, tu as aussi le droit de vouloir quelque chose de plus grand. Tu peux aussi atteindre des choses que tu n'aurais pas imaginées. Donc ça c'était à l'époque de l'école primaire. À l'école primaire, on n'avait pas beaucoup de jugement entre nous, on se regardait pas vraiment nos corps et finalement on se ressemblait un peu tous. Parce qu'avant la puberté, les enfants, c'est des enfants. Puis arrive le collège et là, les choses se compliquent. Arrivé au collège, j'ai commencé à prendre un petit peu de poids et ça a été quelque chose d'un peu important, pas parce que j'ai pris tant de poids que ça, c'était pas handicapant, mais parce que très vite on me l'a fait remarquer. Des proches faisaient des blagues dessus. J'ai subi le harcèlement par des gens aussi autour de moi, autour de mon poids, autour de mon physique, et forcément c'est quelque chose qui vous met un coup au moral. Quand on arrive au collège, tout le monde regarde un petit peu sa puberté, et moi la puberté je l'ai eu plutôt tard. Toute ma vie, toute mon éducation finalement, collège même lycée, j'étais le plus petit de mes potes. Même arrivé au lycée, je devais faire même pas 1m60, j'étais petit pour un gars, et à l'époque j'étais le plus petit de mon groupe de potes.
et tout le monde s'y était habitué. C'est-à-dire que j'étais le petit intello, j'avais rien de viril, rien d'athlétique, j'étais pas sportif, un peu grassouillet et j'étais le plus petit de tous. Et ça c'est quelque chose qui m'a longtemps poursuivi. J'ai grandi finalement beaucoup plus tard, aujourd'hui je fais à peu près 1m76, 1m77, qui est en fait la taille très moyenne finalement pour un homme en France en tout cas. Et je suis plus du tout le plus petit de mes potes, j'ai des amis plus grands, plus petits, c'est même plus si important. Mais à l'époque, c'était quelque chose. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait pas mal complexé parce que toujours j'avais l'impression de ne pas avoir le corps qui correspondait à mon âge. Et je pense que peut-être vous aussi, si vous avez été dans le même cas, si vous avez une puberté tardive, vous avez ressenti ce truc-là, ce sentiment de décalage, de vous dire « Mon cerveau est là, j'ai des ambitions, des envies, mais je suis bloqué dans un corps de petit. Je ne comprends pas pourquoi je suis là, pourquoi je suis dans ce corps. » On peut rajouter à ça d'autres complexes. Très longtemps, mon complexe, c'était les dents. Je ne souriais jamais avec les dents, je ne montrais jamais mes dents. Et pourtant, si je vous les montre maintenant, mes dents, elles sont droites, elles sont parfaites. Le sourire Colgate. Ben en fait, ça, c'est venu parce que j'ai eu un appareil dentaire pendant 4 ans, parce que notamment j'avais eu ce qu'on appelle une canine incluse, donc c'est une canine qui était restée dans le palais, qui n'était pas descendue. Il a fallu me faire une incision dans le palais, mettre une chaîne avec l'appareil pour la décaler, la remettre à sa place, tout un chantier pendant 4 ans. À la fin, quand on m'a enlevé l'appareil, on m'a collé les dents de devant et les dents en bas, avec de la résine pour que les dents ne bougent plus et qu'elles soient bien lisses et prêtes et qu'elles tiennent, parce que j'avais aussi des trop petites dents. Toutes ces choses-là, ça avait joué sur mon complexe de jamais sourire. Et donc si aujourd'hui vous avez un appareil dentaire, si vous avez une canine incluse et ce genre de gros chantier et que vous vous dites quand est-ce que ça va se finir, je vous le dis, ça va vous changer la vie quand ça sera terminé. Moi, ça m'a vraiment libéré d'un gros complexe. Donc voilà, j'étais l'intello, j'étais le binoclard, j'étais le petit et j'avais les dents pétées qui ressemblaient à rien. Autant vous dire que j'étais pas le grand séducteur à l'époque. Et c'est vrai qu'on a du mal à parler de virilité, de rapport au corps sans parler de séduction, sans parler du rapport des autres à notre propre corps. Et moi, la séduction, ça a été quelque chose de compliqué. C'est-à-dire que j'ai été en couple en CP, et là, c'était du sérieux. C'est-à-dire que j'ai rencontré les parents, ça s'offrait des cadeaux pour la Saint-Valentin. Là, c'était très très sérieux. Et puis ensuite, rien, pendant des années et des années. Le néant les amis, le néant. Tout est arrivé bien plus tard, même pendant et après la fac, beaucoup plus tard, à l'âge adulte. Et pendant des années finalement, je ne plaisais pas mais je ne cherchais pas tant que ça à séduire. C'est comme si j'étais pas vraiment là-dedans. Et je pense que quelque chose qui m'a protégé du rapport au corps, des complexes, du regard des autres, c'est qu'en fait, je me suis construit sans vraiment faire attention à mon corps. C'est-à-dire que c'était pas un but pour moi de plaire. Très vite, je me suis dit que je m'en fichais de mon corps, je m'en fichais d'avoir l'air beau, je m'en fichais de bien m'habiller et que mes envies, elles étaient ailleurs. Très tôt, quand j'avais 12-13 ans, je voulais faire des vidéos sur internet, créer de nouvelles choses, écrire des projets artistiques. J'avais des ambitions dans ma vie qui n'étaient pas liées avec ma vie actuelle. Et du coup, j'ai pas cherché à ce que ma vie actuelle soit parfaite. J'ai jamais été un gamin sportif et très vite, je me suis dit que le sport, c'était pas mon truc. Donc j'ai pas cherché à plaire avec le sport ou avoir l'air stylé au cours de sport. Je savais que je pouvais m'épanouir différemment. Moi, c'était plus l'intellect, j'avais des bonnes notes sur les autres matières et c'est ça finalement qui me boostait le plus. Je me suis construit dans l'intellect, dans l'artistique, dans d'autres projets qui n'étaient pas liés à mon corps. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup protégé du regard des autres parce que quand tu cherches pas à plaire, tu t'en fous de pas plaire. Parce que c'est pas ton but. Imagine que toi par exemple, tu ne cherches pas à être jockey, tu ne fais pas d'équitation. Si on te dit que tu montes mal à cheval, bah tu t'en fous, tu fais pas d'équitation. Eh bien voilà, cette métaphore, c'était un peu pareil. Moi je m'en fichais de pas plaire parce que je m'en fichais de mon corps. Je visais autre chose dans ma vie. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a protégé. Il y a une histoire, en 5e, j'ai eu un cours d'anglais avec une prof qui était assez ouverte d'esprit sur beaucoup de sujets et qui nous parlait de beaucoup de sujets politiques. Et elle nous avait fait un sujet sur le travail des enfants en Inde qui fabriquaient des pulls pour Nike ou Adidas. Et un gamin qui avait été éliminé parce qu'il avait dénoncé ça alors qu'il avait à peine 12 ans. Et moi, ça m'avait vraiment choqué cette histoire et je me suis dit mais jamais de la vie j'achèterai des marques, jamais de la vie je vais consommer ce type de vêtements parce que j'ai pas envie de soutenir ça. Et vous allez peut-être vous dire que j'étais un gamin à 12 ans hyper conscient et déconstruit. Non, c'est pas le cas. En fait, à l'époque, j'étais en train de me convaincre de ça, de cette partie assez politique, mais en fait, c'était une manière pour moi de pas chercher à bien m'habiller, de pas faire attention aux vêtements. Quand je me disais que les vêtements et que les gens qu'achetaient, c'était des gens qui soutenaient ce genre de choses et que je ne voulais pas faire partie de ça, eh bien, je ne réfléchissais plus à ce que je me portais. Je me disais, oui, c'est moche ce que je porte et je ressemble à rien, mais c'est parce que c'est un choix. Et finalement, c'était un petit mensonge que je me faisais à moi-même parce que j'essayais pas de me plaire à moi-même. J'essayais pas de prendre soin de mon corps. Et peut-être que ça m'a protégé, au final. Ça m'a protégé du harcèlement, de choses qu'on pouvait me dire. Je les prenais pas pour argent comptant parce que je pensais pas que c'était important de plaire, finalement.
à ce moment-là. J'avais un rejet de la mode, un rejet des vêtements, pour des raisons que je pensais politiques, mais au final qui étaient personnelles. Je rejetais ça pour pas avoir à essayer de plaire. Parce que si tu essayes de plaire mais que tu plais pas, bah là tu te dis merde j'ai tout tenté et ça n'a pas marché. Alors que si tu te dis je m'en fous de plaire et que tu plais pas, ça te dérange pas, t'as pas essayé. C'était une sorte de protection que je me faisais. Et moi pendant très longtemps, je m'en fichais des vêtements, je m'en fichais de ce à quoi je ressemblais, j'essayais pas d'être beau, j'essayais pas de plaire, et je me disais oui je plais à personne, mais ça me dérange pas, j'ai pas essayé. Et finalement c'était une manière de me protéger du regard des autres. Le rapport à la séduction il a changé à l'âge adulte, aussi parce que j'ai voulu prendre un peu plus soin de moi et me dire qu'est-ce que j'aime porter comme vêtements, à quoi j'ai envie de ressembler, et des choses qui m'ont peut-être libéré de plein de complexes que j'aurais pu avoir et que j'essayais de cacher et de pas trop m'y intéresser, c'est finalement de plaire très tard. Quand t'as plu très tardivement, t'as moins de rapport à ton corps, t'as moins peur de ton corps parce que t'as eu le temps d'assimiler ton corps, t'as eu le temps de t'habituer à ton propre corps, au fait qu'il a changé pendant longtemps, au fait qu'aujourd'hui il te plaît plus qu'avant, et j'ai eu le temps peut-être d'apprécier un peu plus mon corps avant d'aller plaire. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Donc ça c'est un petit peu toute l'histoire autour de mon corps, peut-être un peu ce rapport à la virilité, à son corps, à un corps que finalement je n'acceptais pas plus que ça, auquel je faisais pas attention, et j'ai commencé petit à petit à en prendre soin. J'en prends pas assez soin, il y a encore trop de burgers et pas assez de sport dans ma vie, clairement, mais ça vient aussi de cette quête où je n'ai jamais cherché la virilité, je n'ai jamais vraiment cherché à être athlétique, à être ce qu'on appelait viril. Je me suis toujours construit de manière différente, et du coup c'est quelque chose que je dois aller changer. Je dois réapprendre finalement à prendre vraiment soin de mon corps. Voilà, là vous avez eu la période un peu story time, j'espère que ça vous a intéressé et que je racontais pas juste ma vie pour rien. J'espère. Mais aujourd'hui, en 2025, quand on parle de virilité, on ne peut pas ne pas parler de déconstruction de la virilité. Parce que depuis plusieurs années, beaucoup de gens sont venus déconstruire les archétypes de virilité qu'on avait. On a un peu deux types de personnes qui vont se battre, se fight tout le temps. On a les hommes go-muscu qui s'imaginent que la virilité et la séduction, c'est l'idée d'un homme autoritaire, puissant et musclé. Et de l'autre côté, des hommes déconstruits qui mettent du vernis et qui disent qu'il faut changer absolument tout de la virilité et combattre tout ce que les go-muscus sont. Et on se retrouve finalement avec deux archétypes qui ne s'écoutent pas, qui se tapent dessus et qui finalement ne se comprennent pas. Comment aujourd'hui on se place en tant qu'individu dans un monde où tout le monde cherche à rentrer dans des archétypes et à rentrer dans des moules? Le go-muscu, le mec allié, le mec edgy un peu punk, le gothique, je sais pas s'il y a des gothiques encore aujourd'hui, il y a une époque où il y avait des gothiques, tout le monde essaie de rentrer dans des identités. Comment tu fais pour toi trouver la tienne? Comment on fait pour exister dans un monde où tout le monde veut rentrer dans un moule? Ça c'est une grande question. La virilité, ça a été un système de domination. Ce qu'on disait de l'homme viril, c'était une image de ce que devait être l'homme dans une société. Un homme puissant, travailleur, un homme qui respecte l'ordre établi, qui respecte la police et l'État. Un homme qui travaille, un homme qui s'occupe de sa femme et de ses enfants, donc un homme dans une relation hétérosexuelle. Toutes ces choses-là se sont construites comme des critères parce que la société voulait que les gens rentrent dans ce moule-là. Le moule de la famille, notamment pendant l'après-guerre, et toutes ces sensations de virilité qu'on a, toutes les images de virilité qu'on a, c'est pas forcément des choses qui sont si anciennes que ça, c'est pas des choses qui sont là depuis des millénaires, alors qu'on a l'impression que ça a toujours été comme ça. Rien que l'idée que le rose c'est pour les filles et que le bleu c'est pour les garçons. Et bien au Moyen-Âge c'était l'inverse. Le rose c'était lié au rouge, c'était lié au sang et à la guerre, c'était pour les hommes. Et le bleu c'était la couleur de la Vierge Marie, c'était pour les filles. Et on a complètement changé les rapports de genre entre les couleurs. Et ça c'est tout récent. Il y a plein de choses à déconstruire aujourd'hui parce que des choses ont été placées seulement pour créer des systèmes de domination. Et finalement ça ne nous correspond pas, même pas vraiment à nous. Mais alors on a un sujet très important, c'est qu'on doit parler des hommes déconstruits. Pendant des années on a vu sur internet des hommes qui se voulaient déconstruits, qui étaient là en tant que mecs alliés féministes, qui parlaient de sensibilité, qui parlaient d'empathie, qui essayent d'ouvrir le sujet là-dessus. Et on peut prendre l'exemple de Ben Never sur YouTube et de son émission Entre mecs. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu à une époque, il y a quelques années quand je regardais ça, parce que c'était un peu la première fois que je voyais des hommes qui parlaient vraiment entre eux de choses sensibles. Et c'était très important. Mais je pense qu'aujourd'hui, on doit aller plus loin. Ça suffit plus d'avoir juste des mecs entre eux qui discutent de virilité et de se dire oui moi aussi j'ai le droit de pleurer, moi aussi j'ai le droit de mettre du vernis. Parce qu'en fait, la virilité c'est inclus dans un système de tellement de domination différentes que juste parler de soi entre mecs, ce qu'on vit, c'est pas suffisant. Déconstruire la virilité aujourd'hui, sortir de ces images de perfection, d'être toujours l'homme le plus parfait possible, qui est un système qui est même violent pour les hommes, parce que les hommes eux-mêmes n'en peuvent plus de devoir être toujours dans la performance. Si on veut sortir de cette performance, on doit sortir de la performance dans tout, pas seulement sur notre corps, mais dans nos vies aussi en général. Ce que je veux dire par là, c'est que la virilité, elle est forcément liée au système capitalisme, au néolibéralisme, tous ces mots qui peuvent parfois être un peu compliqués, mais dont j'aborde d'ailleurs ces thèmes-là dans d'autres vidéos. Si on a
a cette idée de la performance sur son propre corps, c'est aussi parce que c'est bien vu dans la société, parce que ça vend des produits qui vont nous faire acheter des produits pour essayer d'être parfaits, comme on fait acheter des cosmétiques ou des régimes minceurs. Tout ce rapport au corps qui peut être hyper malsain de toujours vouloir un corps parfait qui n'est même pas le nôtre, vouloir le changer constamment et vouloir un corps qui serait ce qu'on imagine être le corps de l'homme parfait, le corps viril, c'est la même chose que les femmes qui subiraient les critères de beauté. Ça fait partie de la même domination, alors qu'on peut croire que les hommes et les femmes sont opposés là-dessus. Et en fait, si on veut changer ça et si on veut arrêter de subir ce genre d'injonction, il faut changer tout le système. Déconstruire la performance dans le corps, c'est déconstruire la performance dans la vie de tous les jours. C'est arrêter de croire à la méritocratie. Et d'ailleurs, ça se voit quand beaucoup de gens qui sont des gomuscus d'internet vont parler de développement personnel, business, argent. Il y a un sentiment où le mec musclé doit aussi être un mec riche parce que c'est ce que doit être un homme. Il doit provide, il doit avoir beaucoup d'argent, dominé par son argent et par son corps. Et toutes ces choses-là vont ensemble, il n'y a pas que le physique, il n'y a pas que le corps là-dedans. On doit oublier le principe même de perfection. Parce qu'en fait, un corps, il est intéressant parce qu'il est imparfait. C'est les choses différentes entre chacun d'entre nous qui fait qui on est. Si tout le monde se ressemble et tout le monde vise la même imaginaire de beauté, eh bien en fait ça n'a pas de sens parce qu'on vient invisibiliser l'humain. Chercher un critère de beauté, chercher à ressembler à un critère de beauté ou à un critère de virilité, finalement c'est un peu la même chose, c'est finalement faire quelque chose d'inhumain. C'est supprimer quelque chose qui est de nous-mêmes, notre individualité, au profit d'un imaginaire du collectif. Et j'ai vu des gens dans une de mes vidéos récentes me parler du looksmaxing et que ça serait un bon sujet à aborder. Et je pense que c'est un bon sujet, peut-être que j'en ferai une vidéo entière dessus, où je viendrai analyser des vidéos looksmaxing. Pour ceux qui ne connaissent pas, le looksmaxing, c'est cette idée, chez beaucoup d'hommes, c'est surtout chez les hommes notamment, de chercher à avoir le corps parfaitement construit avec presque des nuances scientifiques. Ils vont calculer l'écart entre les yeux, ils vont se faire de la chirurgie esthétique pour que leur corps et leur visage soient transformés, ils vont parfois se taper avec des marteaux sur les pommettes pour gonfler les pommettes et pour que la jawline ici soit bien construite. Et à la fin, à quoi tu ressembles? Tu ressembles juste à une sorte d'injonction qu'on t'a donnée à quoi doit ressembler un homme, et au final, tu n'as rien construit vraiment de ta propre identité, rien qui te ressemble vraiment. Tu ressembles juste à une photo qu'on t'a donnée, mais toi derrière, il est où l'humain? Quand tu cherches à tout prix à ressembler à une image parfaite, tu ne ressembles pas à un humain, tu ne ressembles pas à toi, tu ne ressembles pas à ce que tu dois être. Et tu oublies finalement qui tu es. Et les gens qui oublient qui ils sont, qui essayent de rentrer dans le moule, qui essayent de disparaître et de s'oublier, à la fin, ils pètent un câble. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'hommes qui ont du mal à dire ce qu'ils pensent, dire ce qu'ils ressentent, qu'il y a un manque de vulnérabilité finalement chez les hommes, alors que les hommes sont très vulnérables et très sensibles. Les excès de colère, les excès d'émotion, il y en a chez beaucoup d'hommes. C'est chez les hommes qu'il y a de l'agressivité. Et ça vient notamment du fait qu'ils essayent de rentrer dans des moules qui ne sont pas faits pour eux, et ils croient sincèrement que ces moules-là sont bien. Donc quand ils voient quelqu'un qui ose ne pas rentrer dans ce moule, ils supportent pas. Quand un mec qui a passé sa vie à vouloir ressembler à l'image de l'homme parfait et de l'homme viril, quand il voit un homosexuel, quand il voit des gens qui ne veulent pas ressembler à l'imaginaire qu'il a suivi, au couple hétéro, à l'homme viril ou au gomuscu, ça l'insupporte parce qu'il voit des gens ne pas suivre ce que lui, il a passé sa vie à poursuivre. Il a sacrifié tout ce qu'il était pour essayer de rentrer dans un sorte de moule, et quand quelqu'un s'en fiche de ce moule-là, c'est comme si lui on lui disait ta vie on s'en fout, et il a du mal à le vivre. Et ça c'est quelque chose de compliqué, parce que beaucoup d'hommes ont passé leur vie à essayer de ressembler à une image qu'ils voulaient, de l'homme viril, de l'homme parfait, à ne pas y arriver, à se sentir frustrés, à ne pas se sentir aimé, notamment par les femmes. Il y a des gens qui vont être là en mode j'ai une misère sexuelle, j'ai une misère amoureuse, je ne suis pas aimé, alors qu'en fait jamais ils ont vraiment essayé d'aimer eux-mêmes, jamais ils ont vraiment essayé de s'intéresser aux autres. Ils ne regardent que leur nombril et ils se disent mais je suis parfait, pourquoi on ne m'aime pas? Comme si l'amour c'était lié à une sorte de mérite ou de perfection, alors que ça ne marche pas comme ça. Et si on a envie de déconstruire ce système de la virilité, il faut déconstruire le système du mérite. Quand on arrêtera de croire que c'est les gens les plus méritants qui réussissent, et que si tu réussis pas, c'est que tu mérites pas et que tu dois encore te battre, encore te faire du mal, quand on aura oublié, détruit ce système-là, peut-être qu'on sera plus à l'aise avec nos propres corps, parce qu'on se dira, c'est pas parce que mon corps il est pas parfait que j'ai pas le droit d'être heureux. Je suis parti dans un discours là, mais je suis content, je suis très content de ce que j'ai dit dans cette vidéo. Je pense qu'il y a une erreur aujourd'hui au final, c'est qu'on a trop de miroirs. On se regarde trop. Quand on a un téléphone, on a un miroir sur nous constamment. Il y a des siècles, les gens n'avaient pas de miroir, ils en avaient peu. C'était un produit, un objet, on se voyait pas souvent, on voyait pas beaucoup son reflet au final. Donc au final, on se regardait pas tant que ça. Aujourd'hui, on se regarde tout le temps, toute la journée. Je sais même pas combien de fois on a vu son propre visage dans la journée, mais ça doit être énorme. Donc quand on fait que se regarder, on a peur du visage qu'on renvoie, on a peur de l'image qu'on renvoie. Et on ne pense qu'à ça. Il faut qu'on détruise ce système de méritocratie
Il faut qu'on arrête de croire que c'est les gens les plus méritants, les plus beaux, les plus forts qui mériteraient tout et qui sont les meilleurs. C'est pas parce que ton corps est imparfait, c'est pas parce que t'as pas tout ce qui serait dans les critères de beauté que tu n'as pas le droit d'être heureux, que tu n'as pas le droit d'aimer, que tu n'as pas le droit d'être aimé. Et en général, ça n'a rien à voir. Et quand on grandit et qu'on commence un petit peu à réfléchir à ces systèmes-là de virilité et à se poser des questions et à comprendre au final que ah mais je peux être aimé même si je suis un peu mal coiffé, même si c'est pas parfait, eh bien on se dit ah mais en fait ça n'avait pas lieu d'être ce critère-là. Ça ne faisait pas partie de l'équation. Donc voilà, si j'avais un conseil à donner avec cette vidéo, arrêtez de croire que vous devez ressembler à quelque chose pour mériter quoi que ce soit. Arrêtez de croire que vous devez être quelqu'un d'autre pour mériter de vivre. Votre vie, elle mérite d'être vécue, votre physique, il est comme il est, et vous avez le droit de le changer si vous avez envie, vous avez le droit de faire du sport si vous voulez, mais ne pas en faire ne vous rend pas horrible. Prendre soin de soi, c'est quelque chose pour soi, c'est quelque chose de bon, mais on ne doit pas chercher à devenir quelqu'un d'autre, on ne doit pas chercher à disparaître là-dedans. Vouloir sans cesse optimiser sa vie, optimiser son corps, c'est oublier finalement que l'humain est incertain et que l'humain est imparfait, et que c'est l'imperfection qui nous rend humains. Tout ne peut pas être excellent tout le temps et tout ne peut pas être parfait. Il faut arrêter d'essayer d'atteindre ces niveaux-là que la société nous donne. Parce qu'en fait, on ne les atteindra jamais. Le temps qu'on les atteigne, la société nous en aura donné des nouveaux et on finira juste par consommer des produits pour essayer d'être parfait, pour acheter des cosmétiques, des régimes minceurs, des techniques, des nouveaux trucs, du looks maxing, toutes ces choses-là. Et jamais finalement, on ne sera vraiment nous-mêmes. On ne fait que poursuivre des chimères, des sortes de fantômes de ce qu'on devrait être. Mais on ne le sera jamais. Dites-moi en commentaire votre rapport à la virilité, votre rapport au corps. Si vous êtes un homme et même une femme, votre rapport aux critères de beauté aujourd'hui. J'espère que cette vidéo n'était pas trop fouillie et qu'elle vous a plu. Et je compte faire probablement plein de nouveaux sujets là-dessus. J'ai envie de parler de l'amitié homme-femme. J'ai envie de parler de plein de rapports finalement d'humains qu'on peut tous vivre. Et je vais sûrement faire une série de vidéos bientôt sur tout ça. Donc n'hésitez pas à me partager en commentaire des sujets que vous aimeriez bien voir abordés ici. Et j'espère vous avoir peut-être ouvert les yeux sur la virilité et avoir posé des questions, des questionnements là-dessus. Partagez cette vidéo si elle vous a aidé, si elle vous a aidé à voir plus clair les choses et à vous poser des questions sur votre propre virilité et votre rapport aux normes sociales. On se retrouve tous les dimanches pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.